un peu mouvementé puisque c'était post-événement de 68 où le monde s'ouvrait, le monde se libérait, il y avait plein de possibilités et aller m'enfermer dans une caserne à boire des bières, fumer des clopes et jouer avec un fusil n'était pas vraiment ma tasse de thé. Donc j'ai essayé de voir comment je pouvais échapper à cette corvée de service militaire qui durait quand même plus une année perdue. J'ai donc fait un dossier pour partir à ce qu'on appelait alors la coopération. La coopération, c'était aller enseigner. Alors moi, j'étais fait pour enseigner le français dans ce cas-là, aller enseigner le français à l'étranger. Et je me suis retrouvé, à votre âge donc, prof de français au Cambodge. Euh, L'information va beaucoup plus vite maintenant qu'elle allait de mon temps. Et le Cambodge était en guerre, mais ça ne m'intriguait pas trop. Je ne savais pas vraiment contre qui faisait la guerre, qu'est-ce qui s'y passait. Je sortais un peu des jupes de ma mère. C'était un peu compliqué, mais je suis parti au Cambodge et il se trouve que j'ai été nommé là-bas à ce qui s'appelait l'université bouddhique et j'enseignais euh, le français à des bonzes. C'était assez rigolo. J'avais trois niveaux d'enseignement. Mon premier niveau, c'était vraiment leur apprendre le b.a.-ba, c'est-à-dire vraiment à parler. Il y en a qui ne parlaient pas du tout. Mon deuxième niveau, c'était ce qu'on pourrait appeler un niveau de cours moyen aujourd'hui. C'était leur enseigner un peu les rudiments du participe passé, des verbes, des sujets, ces choses-là. Et le troisième niveau, c'était beaucoup plus évolué. On parlait de Voltaire, on parlait de Rousseau, il parlait très bien et j'essayais d'avancer un petit peu en ce sens. Et il se trouve que la guerre allant de plus en plus mal, ça a vraiment dégénéré et au bout d'un mois d'enseignement, on m'a on m'a arrêté dans mon élan et on m'a mis sur les pays limitrophes, c'était au Laos, en attendant que la guerre se calme un peu. Et il se trouve que c'est cette période-là qui a déclenché à peu près tout le reste de mon existence. C'est pour ça que je vous en parle. Ça m'a beaucoup, beaucoup ému, beaucoup touché. Quand on vit la guerre de très près, j'ai vu beaucoup de morts, j'ai vu des gamins de 14 ans partir le matin avec leurs fusils dans des camions et jamais rentrer le soir. C'était très, très, très dur. D'ailleurs, quand je vous en parle aujourd'hui, si longtemps après, j'en ai encore beaucoup d'émotions. Et mais tout était possible, tout était permis. Moi, j'étais là-bas, j'avais de l'argent parce que les coopérants, les Français avaient de l'argent. Je vivais bien, j'avais des copains, j'avais des copines, tout était bien. Et je suis rentré en France, je me suis remis à travailler normalement dans l'enseignement, toujours comme prof. Et il y a eu un phénomène assez rétroactif, lent. Cette guerre m'a bouffé un peu de l'intérieur. J'avais des choses à dire, mais je ne savais pas comment. J'avais envie de l'exprimer, mais je ne savais pas comment. Et ça a mis plus de 8 ans. Euh, j'ai écrit un roman. J'ai écrit un roman qui se passait au Cambodge, qui parlait beaucoup de la guerre. C'était une histoire d'amour entre une comédienne qui avait une bonne quarantaine d'années et un petit genou qui était moi. Ça se passait dans ce cadre entre les bombes, entre le napalm, entre les exécutions, avec la peur, j'ai écrit ce roman, plus pour exorciser ce passage de ma vie, plus pour dire des choses. Je faisais ma psychanalyse à ciel ouvert que dans un but professionnel. Quand ce roman a été terminé, je vais peut-être vous faire sourire, mais à l'époque, je l'ai photocopié 10 fois parce que les photocopieuses existaient. Et quand on faisait une erreur, il fallait passer du blanc pour photocopier. C'est tellement facile aujourd'hui avec mon Macintosh. Je me dis, quelle galère c'était les écrivains, et enfin la vie d'écrivain. Et j'ai envoyé ce roman comme ça au hasard à 10 éditeurs en France, des éditeurs que je ne connaissais pas. Je n'étais pas du tout du milieu de la littérature, j'avais fait des sciences. J'ai envoyé ça à 10 éditeurs que j'ai pris au pif sur un bottin. Dans ces éditeurs, j'ai eu 8 non-réponses. J'ai eu une réponse très encourageante d'une dame que vous avez peut-être connue qui écrivait des choses très coquines. Elle est morte il y a 6-7 ans, qui avait une maison d'édition, c'est Régine Desforges. C'est elle qui a écrit ce roman fabuleux qui s'appelle La bicyclette bleue. On en a fait un film aussi, peut-être ça vous parle. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire parce que c'est assez remarquable. Régine Desforges, qui était vraiment une star de la littérature, qui m'a répondu, qui a lu mon livre, qui m'a répondu que mon livre était très bon, que ça lui avait très plu, que ça rentrait pas dans ses collections, mais qu'il fallait pas que je décroche, qu'il fallait, enfin, des encouragements qui étaient fabuleux pour moi.
Et puis j'ai reçu une réponse d'une maison d'édition qui avait bien pignon sur rue, qui s'appelait le Cherche Midi à Paris, et qui a accepté d'éditer mon roman. Et ma vie de romancier est partie comme ça, parce que quand on écrit un roman qui marche un peu, ben on en écrit un deuxième, un troisième. Aujourd'hui, j'en ai écrit 12 et c'est toujours un bonheur inégalé que d'écrire. Voilà pour la partie, j'ai envie de dire, du romancier. Il faut savoir que sauf si on prend le Goncourt ou le prix Interallié ou le Renaudot, un roman, ça nourrit vraiment pas son homme. Il y a moins de 700 personnes en France qui se nourrissent de leur écriture dans les livres. Dans les livres de fiction, dans les romans. Donc c'est très très peu, 700 sur toute la France. Autant dire que c'est un métier de galère. Parallèlement, dans mes écrits, j'ai fait beaucoup de livres. J'ai fait des livres sur le sport parce que je suis d'un naturel sportif. J'ai fait des livres sur l'histoire de Lyon, l'histoire de Villeurbanne, l'histoire de la région, parce que ça, c'est ce qu'on appelle des livres alimentaires. C'est assez vite fait. Ça rapporte parce que ça se vend bien, beaucoup plus qu'un roman. Donc, j'ai eu une vie d'écriture. À ce jour, je crois que j'ai édité 37 bouquins, dont 12 romans. Mais j'ai envie de dire, la vraie création, le vrai travail d'auteur, il est dans le roman. Le reste, c'est plutôt du livre. On se fait plaisir à les écrire, bien sûr, mais c'est plutôt des livres pour gagner des sous. Ça, c'est le premier volet de ma vie, c'est-à-dire le volet, on va dire, écrivain. Parallèlement à ça, je faisais du judo. J'étais assez doué en la matière et j'allais faire des compétitions quand j'avais 18, 19 ans, 20 ans. Et j'étais assez souvent interviewé par des journalistes après une compétition. Et l'idée m'est venue, je me suis dit, quand je lisais les papiers, les comptes rendus dans les journaux, je me disais, ils sont vraiment nazes, ils sont vraiment nuls, c'est pas bien, ils n'ont rien compris, c'est pas bien. Ils parlent du judo comme ils parleraient de savonnette, c'est pas bien. Et c'était une période qui est bien révolue aujourd'hui, mais où on trouvait du boulot facilement. Comme judoka, je suis allé pousser la porte du journal Le Progrès, le seul grand quotidien à Lyon. Et je leur dis, voilà, je suis judoka, je trouve que vos papiers de judo, ils sont nuls. Si vous voulez, je vous en écris. C'était facile, hein. On m'a dit, eh ben d'accord, eh ben, votre premier papier, c'est temps. Et puis c'est parti comme ça. J'ai commencé à écrire pour Le Progrès. Le judo m'a vite saoulé parce que c'est des papiers, c'est toujours les mêmes. On refait un peu toujours la même chose, quel que soit le compétiteur. On raconte un peu toujours la même chose. Donc, je suis passé au fil des années du judo à la culture. Et j'écris aujourd'hui des papiers sur tout ce qui est littérature, sur tout ce qui est théâtre, sur tout ce qui est festival de cinéma. Je suis cantonné à la commune de Villeurbanne et je fais un petit peu tout ce qui est spectacle vivant sur Villeurbanne. Ça fait des décennies que ça dure et j'y prends toujours autant de plaisir. C'est le deuxième volet de ma vie professionnelle. Le troisième volet, qui est celui de comédien, un jour, il se trouve que j'étais invité au vœu du maire. C'est pas d'hier, vous allez comprendre pourquoi. Le maire, c'était Charles Hernu. Je pense que vous étiez pas né ou à peine. Il avait la tradition, cet homme-là, d'inviter à ses vœux autour du 7-8 janvier tous les journalistes avec qui il travaillait et de leur payer un bon repas pour aider à la convivialité. Et puis j'étais à table en mangeant des huîtres avec une de ses adjointes que je connaissais un peu et qui était à mi-temps adjointe et à mi-temps metteur en scène et comédienne dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre de Poche, qui est à Lyon, dans le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Saint-Paul plutôt. Et je lui dis, tu as de la chance d'être comédienne, ça a toujours été l'un de mes rêves, mais ça ne s'est jamais produit, j'ai toujours eu une vie bien remplie et je ne me suis jamais lancé là-dedans. Elle m'a dit, bah, c'est simple, hein, au lieu d'écrire un roman, la prochaine fois, tu écris une pièce de théâtre, tu me mets dedans, tu te mets dedans et je m'occupe du reste. Eh bien, c'est parti comme ça et depuis, bah, j'écris une pièce de théâtre tous les ans et je joue une nouvelle pièce de théâtre tous les ans. Ça fait une vingtaine d'années que ça dure. Et si ma vie était à refaire, c'est par ce bout-là que je commencerais parce que écrire des histoires, écrire des romans, c'est bien. Écrire pour la presse, c'est bien. Mais écrire et jouer pour le théâtre, c'est pas bien.
C'est fabuleux, c'est fabuleux. Monter sur scène, communiquer avec les gens, faire rire les gens, les faire pleurer, les tenir au bout de sa baguette quelque part. C'est l'un des plus grands bonheurs qui m'est donné. Et j'en pleure actuellement parce que, comme vous le savez, ben, les comédiens, ils sont la tête sous le drap et ils attendent des jours meilleurs. Voilà un petit peu pour la partie de mon histoire qui m'a amené à ces trois métiers. Et ces trois métiers, je les mène vraiment de front parce que je les aime bien tous les trois. Le progrès, entre autres aussi, soyons clairs, parce qu'il me fait manger et vivre confortablement et c'est pas négligeable d'avoir un salaire et de vivre ainsi. Les romans, parce que c'est toute ma folie qui s'exprime, et puis le théâtre, parce que c'est une septième ou une huitième dimension dans laquelle j'aime être. Et donc, merci en tout cas pour toutes ces informations. C'était vraiment super intéressant. Et donc, enfin, dans votre métier, on va dire, de romancier, vous êtes aussi lancé dans l'écriture de romans policiers. Oui. Donc, je vois que vous en avez apporté un ici, si vous voulez le montrer, donc notamment un de vos romans policiers. Alors, j'en ai apporté deux, c'est les deux derniers romans. Le tout dernier s'appelle Meurtre en série à l'université. Ça, c'est un vrai polar de chez Polar. Il y a des macabées, il y a des flics, c'est vraiment avec tous les ingrédients du polar. Celui-ci, qui est celui qui est sorti avant, qui s'appelle Lily au tableau, est une enquête. Mais ce n'est pas un polar. Je vous en dirai deux mots. Ben, je vais commencer par celui-ci. En fait, l'histoire de Lily au tableau, c'est l'histoire d'une jeune fille, ou jeune femme, comme vous voulez. Elle a 20 ans, c'est le jour de ses 20 ans. Elle est chez sa grand-mère pour un repas de famille et la conversation vient sur un tableau qui est au mur chez la grand-mère et il se trouve que ce tableau, qui est une croûte moche, elle enlève cette toile et sous cette toile, dessous, il y a un véritable tableau de Rubens. C'est celui que vous voyez ici. C'est les trois grâces. C'est trois femmes nues qui ont été peintes au XVIIe siècle par le peintre Rubens. Et cette toile vaut aujourd'hui des millions et des millions d'euros. Et ça, c'était caché derrière une espèce de croûte pour la dissimuler. La jeune fille s'étonne de tout ça et pousse un peu sa grand-mère et elle la pousse par signe parce que cette jeune fille, pour compliquer, je vous expliquerai pourquoi j'aime compliquer après, pour compliquer l'histoire, est sourde et muette de naissance. Et toute la famille donc parle avec le langage des signes pour s'adapter à cette fille qui s'appelle Lily. Et Lily demande donc à sa grand-mère comment ça se fait qu'il y a un Rubens qui vaut des millions d'euros sous une croûte immonde et pourquoi on a caché ça. La grand-mère ne veut pas parler et puis avec la pression de la famille, la grand-mère arrive à dire que en 1942, elle vivait à Paris au moment de la rafle du Veldiv. Peut-être en avez-vous entendu, où les Allemands ont fait une rafle et ont pris des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de juifs qu'ils ont emmenés dans des camps en attente d'aller dans les camps de concentration plus tard. Et cette grand-mère, qui n'était pas juive du tout, avait une voisine qui était juive, et la voisine, sentant les Allemands arriver, un jour ce jour-là est arrivé chez elle, un quart d'heure avant la rafle, a mis dans les mains de la vieille dame un bébé qui avait à peine une semaine, et cette toile de Rubens en disant voilà pour l'élever parce qu'on va venir nous emporter. Cette famille a été exterminée dans les camps de concentration et il est resté chez la grand-mère de Lily, donc cette petite fille qu'elle a appelée Marie, parce qu'évidemment, il ne fallait pas lui conserver son prénom juif pour pas qu'elle ait d'ennui. Elle l'a appelée Marie et est restée aussi cette toile de Rubens, mais qu'il fallait absolument cacher. Donc, quelqu'un a barbouillé sur une toile quelque chose, voilà pourquoi c'est nul. Et cette toile apparaît au mur. Cette petite fille qui s'appelle Marie est morte d'une méningite à 4 ans et la toile est restée dans la famille. Eh bien, cette Lily, là, la petite fille de la vieille dame, le jour de ses 20 ans, découvre cette toile. Elle est sourde et muette et elle décide de retrouver les héritiers de ce tableau. Et donc, elle va
faire une enquête, elle va partir en enquête et elle va retrouver effectivement, elle va remonter jusqu'au camp de concentration, elle va retrouver les héritiers de ce tableau. Alors, ce n'est pas vraiment un roman policier, mais c'est quand même, il y en a toute la démarche, tout le sel, parce que c'est une enquête avec les rebondissements, les réussites, les échecs, les fausses pistes, il y a toutes les recettes du roman policier. Et j'ai choisi de la mettre sourde et muette parce que je trouve que ça permet de théâtraliser beaucoup de choses, ça permet d'intérioriser beaucoup de choses. Et de plus, il se trouve que la maman de cette jeune fille, qui était elle-même une jeune fille en 1942, quand elle a vu entrer les Allemands qui allaient prendre les Juifs, qui tabassaient tout le monde, quelque part, est tombée dans les pommes. Elle était enceinte, elle ne le savait pas. Et la petite qui est née est donc sourde et muette. C'est ce qu'on appelle des traumatismes transgénérationnels. C'est-à-dire qu'il y a quelquefois, et ça existe vraiment, il y a quelquefois des gens, des femmes, des hommes, ça arrive souvent à cause des viols, ça arrive à cause des agressions, qui subissent des traumatismes tellement forts que ça passe chez eux, mais ça arrive à ressortir sur les générations suivantes. Et il se trouve que notre Lily, au fur et à mesure qu'elle avance dans son enquête, au fur et à mesure qu'elle va trouver le cheminement de la vérité, eh bien son audition revient. Parce qu'elle se soigne elle-même là-dessus. Voilà, ça s'appelle Lily au tableau. Le deuxième, le tout dernier, donc, est un roman de confinement, puisque j'ai tenu à le commencer je crois que c'était le 13 mars, le jour où on nous a confinés, et j'ai dû arrêter le 19 mai, le jour où on nous a déconfinés. J'ai écrit ça pendant 2 mois, j'y ai passé 15 ou 18 heures par jour, je ne faisais que ça m'a fait passer mon confinement. Celui-ci, c'est vraiment le roman policier, c'est-à-dire qu'on découvre un jour des morts, un homme et une jeune femme. Ils faisaient visiblement l'amour, c'est un prof et une de ses élèves, et c'est dans le bureau du prof, et ils ont été assassinés avec un harpon de pêche sous-marine. Et tous les 2 jours, il va y avoir un nouveau prof qui meurt. Il y a donc une équipe de flics qui se met là-dessus et qui va venir et qui va enquêter, qui va trouver pourquoi. Alors, la même chose avec tous les ingrédients du roman policier, c'est-à-dire des fausses pistes, des personnages très typés, un peu de sexe, un peu de ville. On parle beaucoup de Lyon puisque ça se passe à Lyon. C'est vraiment celui-ci, Petit meurtre en série à l'université, c'est vraiment le roman policier type. Voilà. Voilà en gros. Et du coup, justement, en restant sur les romans policiers, qu'est-ce qu'il faut en auteur en plus pour pouvoir écrire des romans policiers? Est-ce qu'il faut même un peu cacher un esprit un peu tordu pour créer des histoires qui peuvent être morbides? Est-ce qu'il faut une inspiration qui est différente de celle des autres genres littéraires? Comment ça se passe pour écrire un roman policier? Je ne crois pas que l'inspiration soit différente des autres romans. Alors, moi, je vous réponds vraiment pour moi parce que je pense que autant d'auteurs, ce n'est pas une généralité, autant d'auteurs, autant de méthodes différentes. Moi, quand j'écris un roman, je reprends l'exemple de ces deux-là, que ce soit Lily au tableau ou que ce soit Meurtre en série à l'université, quand je commence à écrire mon roman, je n'ai pas l'histoire dans ma tête. Il y a rien, mais rien de construit. Je ne suis pas suffisamment structuré dans ma tête pour faire des plans, pour dire je pars d'ici, va arriver ça, à peu près au milieu, il faut qu'il y ait ça, c'est lui le coupable, machin. Non, moi, je m'intéresse énormément aux personnages. C'est les personnages qui m'intéressent. Dans le cas de Lily, cette jeune fille de 20 ans qui est sourde et muette, qui est très belle, qui est danseuse. Être danseur quand on est sur des muets, il faut le faire quand même. Hein. Il faut entendre la musique avec son ventre, mais c'est une battante, c'est une tenace. Elle voulait être danseuse, elle est danseuse. J'avais ce personnage très fort. Je lui ai fait une famille autour, une famille aimante, je lui ai mis une grand-mère. La grand-mère, je me suis rendu compte qu'elle avait l'âge de pouvoir. Et
Et tout part de mes personnages. L'histoire part de mes personnages. Après, c'est eux qui vous emmènent, voire c'est eux qui vous enferment. Parce que si à Malili, je lui fais faire ça, à partir du moment où je lui fais faire ça, je ne peux plus lui faire ça. Je suis obligé d'aller dans ce sens. Je suis obligé. Et à chaque fois, c'est le personnage lui-même qui me bouscule, qui me pousse. Et quand je commence une histoire, je commence avec des personnages et c'est eux qui m'emmènent. Et souvent, ils emmènent vers des trucs où j'avais même pas imaginé au départ. Euh, je dois être un peu fou comme tout le monde, mais mes personnages sont beaucoup plus fous que moi. C'est rassurant. Ok, du coup, au final, rien de tellement différent dans le processus de création pour créer un peu un roman à suspense, des intrigues qui peuvent être un peu morbides des fois, rien de, au final Non, de différent. rien de particulier. Alors, quand on fait vraiment un roman policier comme Les Petits Meurtres à l'université, les techniques de ce qui marche sont connues. Faut toujours finir un chapitre sur une interrogation. Hein, de façon à ce que celui qui lit, il n'a pas envie d'aller se coucher. Quoi. Il faut qu'il commence le chapitre d'après pour avoir la solution. Faut jamais clore sur quelque chose, il faut toujours ouvrir sur quelque chose d'autre. Faut toujours qu'il y ait des fausses pistes, c'est-à-dire que on emmène quelqu'un dans une direction, sachant très bien qu'on va l'emmener dans l'autre, mais des fois, il faut être très pervers parce qu'on l'emmène sur une fausse direction, sachant que c'est la bonne et qui croit que c'est la mauvaise pour revenir à la bonne. C'est un jeu quelque part. C'est comme un jeu de piste, c'est comme un jeu de loi. Troisième recette, il faut des personnages qui sont des personnages secondaires, qui soient très typés, qui soient. Faut pas de banal. Dans un roman, il n'y a pas de banal. Ou il faut que le banal soit mis en avant justement parce qu'il est banal. Sinon, on ne les voit pas. Il faut un peu de sexe, faut un peu d'amour, on sait ce qui fait avancer. Voilà. Et les recettes sont un petit peu différentes. Alors que dans un roman qui n'est pas un roman policier, après, il marchera ou il ne marchera pas, mais tout est ouvert. Tout. Okay. Merci. Il nous reste quelques minutes de conférence encore. Donc, vous nous avez dit lors de votre présentation que donc, vous jongliez un peu avec différents styles d'écriture entre le journalisme, le théâtre et tout ça. Est-ce que vous pouvez un peu justement nous dire comment vous faites ça pour passer un peu du tout au tout comment vous faites? Alors, pour écrire, je me sers des 26 lettres de l'alphabet. Ça, c'est sûr. Donc, écrire un roman policier, écrire un roman d'amour, écrire un livre sur l'histoire de Vaux-en-Velin, écrire une pièce de théâtre ou écrire un article sur la sortie d'un film de cinéma, j'ai ces 26 lettres et j'en ai pas plus. Donc, les outils sont les mêmes. Simplement, dans le progrès, quand j'écris dans mon travail de journaliste, je n'ai pas vraiment mon avis à donner. J'ai à essayer d'être juste. Moi, quand je vais voir une pièce de théâtre, on me demande quelquefois de la critiquer. Je dis jamais que c'est pas bien. Si j'ai trouvé ça nul, je ne fais pas de papier. Mais je me permettrai jamais de dire qu'une pièce de théâtre est nulle parce que c'est peut-être moi qui suis nul et j'ai rien compris. Hein, et j'ai le droit d'être nul et de ne rien comprendre. Mais quand on écrit un article de journal, il faut être factuel, il faut être juste, il faut être honnête. Sauf sur le cas d'une pièce de théâtre, mais si je décris un hold-up, prenons un fait divers, j'ai rien à inventer. J'ai pas à donner mon avis. S'ils étaient 5, les malfrats, et ben je dis qu'ils étaient 5, mais parce qu'il faut être clair. Mais j'ai pas à inventer. Il faut être le plus juste possible. Et c'est d'ailleurs ce qui merde beaucoup au niveau de l'information en ce moment, c'est que comme on pousse les journalistes à aller le plus vite possible, ils disent souvent des choses sans les avoir vérifiées, et donc ils disent beaucoup de conneries parce qu'il faut du temps pour dire des choses justes et pour pouvoir se les analyser un petit peu. Donc mon travail de journaliste, c'est un travail d'homme sincère, d'homme honnête, d'homme juste.
on peut se faire avoir. Hein. Il m'est arrivé de me faire avoir. Si on a le temps, je vous raconterai une histoire où je me suis fait avoir de première. Je suis passé pour le roi des cons chez les journalistes. Mais j'étais tout jeune, donc j'ai des... Ensuite, dans mon travail de romancier, alors là, j'ai liberté totale. Hein. Je veux que mon héroïne soit sur des muettes, elle est sur des muettes, je la veux à 20 ans, je la veux à 20 ans, je lui fais arriver ce que je veux, mais il faut quand même que je tienne compte d'un certain cadre, c'est-à-dire que je ne peux pas parler d'une Renault Twingo si mon histoire se passe en 1961, les Renault Twingo n'existaient pas. Il faut quand même, j'ai une grande latitude d'invention, de création, c'est pour ça que c'est génial, mais il y a un stade que je ne peux pas dépasser. En revanche, quand on écrit une pièce de théâtre, alors là, tout est possible, on peut le délire. La dernière pièce de théâtre que j'ai écrite, c'était une histoire un peu sur Sacha Guitry, qui était très macho, et à un moment dans la pièce de théâtre, le téléphone sonne, j'ai une espèce de vieux téléphone que j'ai récupéré au puce, mais qui n'avait pas de fil. Et évidemment que ces vieux téléphones sans fil, ça ne pouvait pas marcher. Ça n'a aucune importance. J'ai apostrophé le public en disant, je suis simplement en avance, vous verrez, les téléphones sans fil existeront un jour. On s'en fout. Au théâtre, tout est possible, tout est permis, et ça, c'est bien. Si je veux faire arriver un sous-marin sur la scène d'un théâtre de Lyon 5e, et ben, si j'en ai les moyens, pourquoi pas? Tout est imaginable, tous les fantasmes sont bons à sortir. Voilà. Vous voulez cette petite histoire où je suis passé pour un con? Pourquoi Voilà, pas, je vois votre œil. Voilà. Un jour, c'était l'avant-veille de Noël, je suis interpellé au Progrès par un monsieur qui dit voilà, il y a un scandale, je suis le neveu d'une vieille dame qui a 84 ans, qui vit sous respirateur artificiel, donc qui marche à l'électricité, et comme nous n'avons pas les moyens, EDF nous a coupé l'électricité. Et ma tante est en train de mourir puisqu'elle n'a plus son respirateur. Moi, avec l'énergie, la fougue et le panache de Bayard, je monte sur mon cheval et je vais voir cette vieille dame chez elle et le neveu qui me présente. Alors, c'était sordide, il y avait une vieille dame avec 4 bougies autour parce qu'il n'y avait plus d'électricité. Moi, je la croyais morte. Il y avait un espèce de berger allemand qui puait le chien. C'était sordide et sordide. Je me dis, c'est pas possible de laisser les gens vivre dans ces conditions, quelque chose comme ça. Je rentre au journal, c'était le 23 décembre, donc pour le 24 décembre, je fais un papier en disant que certains s'empiffrent avec des langoustes, préparent le foie gras, et puis il y en a qui sont en train de crever avec leur respirateur qui ne marche pas. Enfin, je fais un truc absolument dithyrambique. Et mon papier sort le lendemain. Cette grand-mère, je m'en souviens encore 30 ans après, s'appelait Nina. Et le papier sort. Je reçois l'agence, mon rédacteur en chef reçoit un coup de fil de l'EDF en disant bah, votre journaliste s'est bien fait avoir. En fait, ces gens-là, le neveu persécutait sa tante. Et il avait une retraite tout à fait colossale. C'était chez lui et pas chez elle. Il refusait de payer l'électricité, mais il en avait les moyens largement. Il piquait tout le pognon de sa tante. Enfin, je m'étais fait avoir comme un gamin de 5 ans. J'étais parti, voilà. Et le problème, c'est que j'avais été tellement bon dans mon écriture lyrique que j'avais ému les gens et les chèques arrivaient pour sauver Nina. Et alors, évidemment, on renvoyait tout, quand c'était des chèques, on renvoyait tout ça aux gens en disant il y a eu une erreur, on a fait un démenti, bien sûr, mais on a reçu plein d'argent en liquide dans des enveloppes anonymes, en disant pour aider à sauver Nina, merci de faire passer. Je suis passé pour le con des cons, voilà. Et depuis, je vérifie plutôt 2 fois plus toutes mes informations parce que c'est très facile de se faire avoir. Voilà. Ok, c'était une anecdote rigolote. Je pense que maintenant on peut passer au temps des questions. Je vois qu'il n'y a pas de questions sur le chat, mais si vous en avez, que vous voulez activer vos micros, ça pourrait être chouette. Ou sinon, il y a déjà une question. Est-ce que Yanis, tu veux activer ton micro? Peut-être qu'il est coupé, que je te l'ai coupé, ou je ne sais pas si tu peux l'activer. On entend parler, mais très doucement. Ah, ok. Donc, je vais lire ta question.
Donc, Yanis dit « J'aimerais savoir d'où vous est venue l'envie d'écrire vos propres romans. Avez-vous été inspiré plus jeune ou encore maintenant par certains écrivains? Si oui, lesquels ?» Oui, il y a quelqu'un que, alors, peut-être le connaissez-vous, tout le monde de ma génération connaissait cet homme-là parce qu'il avait inventé un style d'écriture, c'est Frédéric Dard. Frédéric Dard qui écrivait, il a écrit des romans policiers qui s'appelaient San Antonio. Je ne sais pas, il en a peut-être fait 150. C'était des histoires qui ne tenaient pas debout, des intrigues qui ne tenaient pas debout, mais c'était plaisant à lire. Il avait un style, il avait inventé quelque chose et j'étais un fan absolu de Frédéric Dard. Et si quelqu'un m'a marqué, c'est bien lui, oui. Merci, j'espère que ça répond à ta question, Yanis. Est-ce que vous avez d'autres questions, soit sur le chat, soit en allumant vos micros? Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Pardon. Moi, j'aurais une question. Est-ce que vous m'entendez? Désolée. Ça y est, je t'entends. Moi, j'avais une question plutôt sur l'angoisse de la page blanche, ou si vous avez des conseils pour ceux qui aiment écrire, mais qui ont cette difficulté. Je ne sais pas si vous-même. Alors, je ne peux pas dire que j'ai l'angoisse de la page blanche parce que la page elle-même ne me fait pas peur. Et quand je me mets devant mon Mac, ma page est déjà dans ma tête. Et moi, je fais beaucoup de footing, je vais beaucoup me promener tout seul. J'ai un caractère un peu… et c'est quand je marche et c'est quand je cours que tout s'écrit dans ma tête. Alors, il n'y a pas vraiment la page. Et quand je me mets devant mon Mac, elle est dans ma tête. Donc ça va tout seul. Mais au départ, c'est vrai que ce qui est difficile quand on imagine un roman, c'est comment on va le démarrer. Et souvent, j'ai 2, 3, 4, 5 solutions pour le démarrer. Et le plus difficile, quelquefois, c'est le choix. Comment je vais le démarrer? Sur qui je vais le démarrer? Et l'angoisse, elle est peut-être plus là, oui. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, merci. C'est juste pour préciser cette question. Quand vous commencez à écrire, vous dites que vous avez déjà la page dans votre tête. Oui. Est-ce que vous faites en plus? Vous faites tout d'un coup en retravaillant juste un peu sur votre méthode d'écriture? Alors, ma méthode d'écriture, c'est que j'écris un peu au kilomètre, peu importe si c'est mal écrit, j'écris mon histoire. Et puis, quand ça me prend en général pour un roman, ça va me prendre pour écrire mon histoire à peu près 2 mois, 3 mois. Mais c'est mal écrit, hein, parce que c'est très vite, j'ai des répétitions, mes chapitres sont mal coupés, il faut rajouter des choses, il faut en enlever. Souvent, je laisse ça dans un tiroir pendant au moins un mois, je le laisse mijoter. Et au bout d'un mois, ça me manque vraiment. Mes personnages me manquent vraiment. Et là, je reprends de façon beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus laborieuse, beaucoup plus mécanique, page par page. J'écris mieux, on va dire. J'écris du bon français, je vais faire des chapitres de bonne taille, je vais vérifier que ça, c'est bien une bonne information. Au début, quand j'écris, pardonnez-moi le terme, mais on dit un peu dans le métier, je pisse de la copie. Voilà. C'est pas très élégant, excusez-moi. Ok, merci beaucoup. Ensuite, on a une question de Nadine. Est-ce que Nadine, vous voulez allumer votre micro? Ou je lis la question. Je peux le faire. Bon, bonjour à tous, merci beaucoup pour ce témoignage. Il y a évidemment beaucoup de choses. Du coup, moi, j'avais 2 questions en 2 moments. Je voulais savoir comment vous faites pour vous documenter avant de commencer à écrire. Typiquement, sur vos romans policiers, vous travaillez vous rencontrez, ou vous discutez avec des gendarmes ou des policiers ou pas du tout. Et ma deuxième question extrêmement indiscrète, vous avez touché à beaucoup de formes d'expression et de types d'écriture. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'écrire pour des séries? On voit que c'est des sujets très à la mode en ce moment. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait? Alors, ça me tenterait, oui. Sachant que pour les séries, c'est un peu compliqué parce que souvent, c'est pas un auteur, mais ils travaillent en groupe à 5 ou 6. Et ça, je ne sais pas si je serais capable.
C'est souvent une écriture collective. Je ne sais pas si vous regardez en ce moment à la télé, il y a quelque chose, alors on aime ou on n'aime pas, peu importe. Moi, je le regarde vraiment avec des yeux de professionnel dans l'écriture. C'est un truc sur la chaîne numéro 2, sur France 2, qui le soir après les infos s'appelle Un si grand soleil. Je ne sais pas si vous avez déjà tombé sur ce truc-là. Je trouve que les gens qui écrivent sont d'une réactivité fabuleuse parce que ils écrivent un texte et ce texte est tourné et passe à la télé moins de 2 semaines après. Ce qui est techniquement une prouesse énorme. Il y a une rapidité dans tout ça. Donc, c'est tout un groupe qui écrit. Hein. Il y a 7 ou 8 personnes qui écrivent un scénario. Ce scénario, après, est validé par un réalisateur. C'est tourné dans la foulée et ça passe moins de 2 semaines après. C'est en relation directe avec l'actualité, avec ce qui se passe. Ça, je trouve que c'est assez fabuleux. Et dans les séries, ce qui est bien, c'est qu'elles tiennent compte justement aussi de avec un temps plus long certes, mais elles tiennent compte de l'évolution et de l'actualité et c'est assez passionnant. Mais non, on ne m'a jamais proposé ça. Et pardon, j'ai oublié la première question. J'ai commencé par la deuxième et j'ai oublié la première. Et du coup, la première, donc merci pour la réponse à cette deuxième question. Du coup, appel au pape pour ceux qui veulent faire une nouvelle série à Lyon. La première portait sur la manière dont vous travaillez en amont, comment vous vous documentez. Documentation, oui, tout à fait. Alors, j'ai la chance d'avoir un frère qui est un hypermaniaque qui relit tout ce que je fais et qui vérifie si tout ce que je dis est vrai, est juste, est possible. Par exemple, si page 18, je fais monter quelqu'un dans une 404 bleu clair et puis que page 112, cette voiture est devenue bleu foncé, pan, il me bâche et il faut corriger. Et tout ce qui est technique, tout ce qui est, j'en ai pas vraiment le souci. Mon frangin vérifie absolument tout ça. Par exemple, dans ce dernier livre-là, les 2 premières victimes sont donc un prof qui faisait l'amour à une élève, pardonnez-moi les détails, mais ça va expliquer la suite, debout contre une porte, et ils sont cloués par une flèche de fusil sous-marins, ils sont cloués à la porte alors qu'ils étaient en train de faire l'amour. Et ben mon frangin est allé vérifier si c'était possible que la même flèche traverse les deux, si je ne disais pas de conneries là-dessus. Voilà. Sur des détails comme ça, j'ai un garde-fou sans problème. C'est précieux, effectivement. Merci. Je vous en prie. Ensuite, on a une question de Lucas. Est-ce que Lucas, tu veux allumer ton micro? Oui, je peux. Donc déjà, bonjour, merci pour votre intervention, c'était très intéressant. Et ma question, c'était quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui n'a jamais vraiment écrit pour se lancer, pour débuter? Est-ce qu'il y a une méthode particulière ou est-ce que vous avez des conseils pour débuter? Oui, oui, j'ai un énorme conseil, énorme, et pour débuter dans l'écriture, et mon âge peut me permettre de vous parler comme ça, et de débuter dans la vie, c'est sûr. C'est que rien, mais vraiment rien n'est impossible. Il suffit d'oser, il suffit d'ouvrir les portes, il suffit de pousser, il suffit de foncer, il suffit d'espérer, et à tous les coups, quand on y croit, quand on croit en soi, ça marche. Il y a un tas de gens qui disent qu'ils ne savent pas écrire, ils se mettent devant une feuille, ce qu'ils écrivent est absolument superbe. Il faut oser. Si j'avais vraiment un conseil à vous donner, mais vous me posez dans le domaine qu'est le nôtre aujourd'hui la question sur l'écriture, mais cette question est valable pour tout le reste de la vie. Oser, oser, oser. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, on avait Emeline. Est-ce que tu veux allumer ton micro? Oui, bonjour, merci pour la présentation. Bonjour. Je lis énormément, comme je dis, des romans policiers, mais je me rends compte que je dois souvent appeler des livres romans policiers, alors que ça serait plutôt des polars ou des thrillers. Et je voulais savoir comment on peut faire la différence. La différence, alors j'ai pas compris, mais il est entre quoi et quoi? Entre polar, thriller, roman policier, qu'est-ce que désignent les 3 mots? J'ai du mal à...
Je sais que je me trompe. Alors nous sommes pareils. Je fais pas la différence non plus. Moi, ce que j'appelle pour moi un polar, un thriller, un policier, c'est tout pareil. C'est quelque chose qui va me faire frissonner, me faire peur, me faire réfléchir, me faire trouver qui est à l'origine de tout ça. Paradoxalement, à mon métier, je lis assez peu, et ça pour deux raisons. La première, c'est que je suis assez exigeant et que tous mes confrères et consoeurs veuillent me pardonner, mais je ne trouve pas souvent ce qui me fait vibrer. Et la deuxième chose, c'est que quand on écrit, enfin moi en tout cas, j'ai peur d'être influencé par ce que j'écris et j'ai peur de reproduire après des modèles que j'ai lus, enfin que mon inconscient les reproduise, et je veux surtout pas ça. Je veux garder complètement mon autonomie et lire beaucoup dans le domaine où j'écris. J'ai peur que ça me parasite. Voilà. C'est peut-être un peu bête, mais c'est ainsi. J'ai peur d'être influencé par mes lectures. Alors, quand j'écris des romans policiers, je lis, mais je vais lire de la poésie, je vais lire complètement d'autres choses parce que j'ai peur de voler aux autres ou que mon inconscient vole aux autres et j'aimerais pas ça. Mais pour répondre précisément à votre question, nous sommes dans la même interrogation, je ne fais pas non plus la différence. Merci quand même pour la réponse. Est-ce que dans le chat, on n'a pas d'autres questions? Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre leur micro spontanément ou s'ils n'ont pas la possibilité de laisser un message dans le chat? Alors, nous avons Ed qui demande « Comment gérez-vous les critiques sur vos livres, pièces de théâtre ?» Je crois absolument pas. Tous ces comédiens, tous ces metteurs en scène, tous ces auteurs qui disent qu'ils en ont rien à faire et que ça leur passe au-dessus. Moi, ça me bouleverse toujours, les critiques, ça m'émeut. J'accepte toutes les critiques, c'est fait pour ça. À partir du moment où on crée, à partir du moment où on est un personnage public, on se livre à la critique et il faut l'accepter. Et les critiques constructives, même, je trouve que c'est plutôt positif. Mais soyons honnêtes, quand on dit ce bouquin est absolument génial, eh ben, ça fait gagner 5 cm d'auteur. Hein. Ce serait être faux cul que de dire le contraire. Ça fait très plaisir. Ce livre-là, il a été consacré 2 fois, il a été primé, il y a un prix qui s'appelle le prix de l'Académie de Lyon, qu'il a obtenu, le premier prix, et il y a un prix, je ne sais pas si je l'aurai, mais je suis dans les 3 premiers, puisque c'est le prix des étudiants francophones européens. Ça se décerne, je crois, à Madrid, et il est dans les 3 premiers livres européens, donc ce serait vraiment être faux cul que de dire qu'on n'en a rien à faire. Hein. Ça fait plaisir. Et quand on écrit, c'est parce qu'on aime écrire, certes, mais c'est aussi parce qu'on aime être lu. Et si le livre ne plaît pas, eh ben, on n'est pas lu ou on n'est lu qu'une fois. Donc, bien sûr que les critiques ont de l'importance et les critiques peuvent des fois être douloureuses à accepter, mais il faut les accepter. C'est la règle du jeu. J'espère que ça a répondu à ta question. Donc, elle dit merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonjour. Bonjour. J'ai 2 questions. La première question porte sur votre travail d'écriture de roman. Vous avez dit que pour le premier roman, c'était presque une psychanalyse à ciel ouvert. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez, que vous avez retrouvé sur vos romans suivants et vos autres travaux, notamment au théâtre, un travail thérapeutique à travers l'écriture? Alors, un auteur, que ce soit de roman ou de théâtre, il n'écrit jamais que lui, lui et lui. Alors forcément, dans tous mes romans, c'est moi. Dans toutes mes pièces de théâtre, c'est moi. Moi en positif ou moi en négatif, ce que j'adore ou ce que je déteste. Mais c'est moi, je ne parle... Un écrivain est très égocentrique et en fait, il ne parle que de lui. Hein. Des fois, je prends mes héros, c'est le cas dans les lits au tableau, les plus éloignés possibles. Là, j'ai pris une femme, moi je suis un homme, une jeune, moi je suis vieux, elle est sourde et muette, moi je parle
plutôt pas mal, vous vous en rendez compte. J'ai pris ce qui avait de plus loin. Eh bien, je me suis rendu compte en avançant quand même que j'arrivais à lui filer mes gènes. Hein, j'arrivais à lui filer de moi-même, tout en la conservant, bien sûr, jeune fille, sourde et muette, danseuse. Je suis à des milliards de kilomètres de ça, mais malgré tout, j'arrive en même. Donc, pour répondre à votre question, la psychanalyse continue sans doute un petit peu. Mais j'ai envie de dire, le premier livre, j'ai déposé 90% de ma vie et de ma peine. Et puis, sur tous les livres suivants, j'ai étalé les 10% qui restent, quoi. Après, c'est beaucoup plus léger. Plus j'avance, moins c'est moi. Mais c'est quand même moi. Voilà. D'accord, merci. Et ma deuxième question porte plutôt sur votre travail de journalisme, en particulier centré sur la culture. Et en cette période de Covid, où la culture, le monde du spectacle, etc., sont complètement à l'arrêt, où est-ce que vous trouvez vos sources pour vos articles et sur quoi vous trouvez matière à discuter en cette période? C'est une très bonne question. Hélas, je travaille qu'avec des gens qui sont bien tristes, qui sont bien déprimés, bien solitaires, bien renfermés. Et bien sûr que je ne peux pas parler des spectacles à venir ou des spectacles passés, mais je fais assez souvent des portraits de metteurs en scène, des portraits de comédiennes, des portraits de comédiens. Je parle des sorties de livres, de ces choses-là. Mais je travaille en ce moment au niveau du journalisme 3 fois moins que je travaille en période, on va dire, normale, non Covid, bien sûr. Bien sûr. Et c'est pas très drôle en plus parce que les gens, tous ces gens que j'interviewe sont dans des situations déjà personnelles difficiles matériellement parce qu'il y en a beaucoup qui galèrent ne serait-ce que pour manger. Et puis, tous leurs rêves s'effondrent. Moi, je devais monter sur scène, je suis monté sur scène, pardon, pour un spectacle de cabaret que j'avais écrit. On a démarré le 1er octobre et on devait jouer jusqu'au 1er janvier. Donc, ça faisait 3 mois complets. Le 21 octobre, on s'est arrêté. Eh bien, j'étais sur scène avec plusieurs jeunes femmes. Ces jeunes femmes, ça s'est arrêté, mais elles n'ont plus rien. Et rien, c'est rien. C'est compliqué, hein. C'est vrai que c'est douloureux que le monde de la culture a vraiment mal là. Mais on va s'en sortir. Merci. Je t'en prie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors moi, je peux peut-être vous donner une information, mais mon intervieweuse Juliette vous donnera peut-être mieux ça ensuite par mail. C'est que si vous vient des questions plus tard ou s'il y a des questions que vous n'avez pas envie de poser comme ça devant tout le monde, je vais vous donner mon mail. Je suis à votre disposition, on peut correspondre. Mettez bien simplement dans l'objet ENTPE que je vois d'où ça émane et que je me dise pas tiens qui c'est, je connais pas, hein. Mais vous pouvez m'écrire sans problème, je peux vous envoyer des infos si vous avez envie, on peut rester en contact si vous avez envie, c'est avec grand plaisir. Donc mon adresse mail c'est Bernard, le prénom BERNARD, point Jadot, JADOT 69, je précise c'est comme le département du Rhône, @icloud.com, bernard.jadot69 @icloud.com. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup. Si jamais vous n'avez pas pu la prendre ou quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un message ou sinon je trouverai un moyen de vous la transmettre. Et puis sinon, quand la vie ira mieux, suivez les programmes, je suis sur les planches d'un théâtre qui s'appelle La Maison de Guignol, qui est là-bas vers la cathédrale Saint-Jean à Lyon, pour différents spectacles. Voilà. J'espère qu'on reprendra le spectacle de cabaret. Là, pendant ce 2e confinement, j'en écris un qui, j'espère, se jouera à l'automne. Ça s'appelle C'est grave, docteur. Ça parle de psychiatres et de malades mentaux. Et c'est toujours du café-théâtre. C'est toujours satirique, drôle et pas sérieux. Voilà. Merci beaucoup. J'attends juste une petite minute pour voir s'il y a quelqu'un qui veut poser une dernière question avant qu'on arrête. Et sinon, je vous dirai à la prochaine fois pour le thème
numéro 90, je crois, ce sera la semaine prochaine. Merci pour votre accueil en tout cas. Et puis désolé que ça se fasse comme ça, avec des toutes petites photos, parce que c'est pas mon truc, moi, l'ordinateur, et j'aurais préféré être face à vous, mais c'est déjà énorme. Et merci Juliette, parce que c'était très sympathique Merci à vous d'être venue. et très bien organisé. On en a qui mettent la caméra pour vous dire au revoir. Ah, Peut-être, je me suis dit que c'était un peu triste. Vous avez dit que vous n'avez pas pu nous voir, donc peut-être que, je sais pas si d'autres gens veulent mettre la caméra juste pour dire au revoir, peut-être. merci, c'est très gentil, merci de voir des vrais visages. Prenez soin de vous en tout cas, faites attention, gardez vos masques et puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de conseils, de renseignements. Je serai là quand vous voulez. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Embrasse masqué. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.